Bonjour et bienvenue à l'émission Le Communautaire en action, une émission durant laquelle nous entendrons des travailleurs, bénévoles, partenaires, utilisateurs de services nous parler de leur expérience avec le milieu communautaire. Le sujet de l'émission aujourd'hui, Émilie, c'est un toit pour tous. Oui, Martin. Aujourd'hui, on va parler d'une part de l'itinérance et d'autre part de ce qu'on appelle les logements sociaux ou communautaires ou les logements à prix abordable qui permettent à tous et chacun d'avoir un accès égal à un logement. Surtout au Québec, on connaît avec les hivers froids qu'on a, là, c'est vraiment primordial d'avoir un logement. Oui, absolument. Mais au-delà de la question de confort, il faut penser aussi au niveau de la dignité humaine. C'est important d'avoir un petit chez-soi quelque part où on se sent bien de se retrouver. Le reportage, justement, que tu nous as préparé parle de logement et on va pouvoir le regarder. Oui, des logements, les logements sociaux, communautaires, différents types de logements, que ce soit temporaires ou de façon un peu plus permanente. Et ensuite, on va avoir une chronique sur l'état de l'itinérance à Gatineau. Au Québec, lorsqu'on parle de logement social et communautaire, on parle d'une forme de propriété collective sans but lucratif et qui poursuit une mission sociale. Ils sont gérés par des offices d'habitation, des organismes à but non lucratif ou encore des coopératives d'habitation. Il y a deux types de logements qui sont importants, c'est le logement social et communautaire. Le logement social, c'est du logement qui est subventionné par l'État. Mais du logement communautaire, il peut être subventionné par l'État, mais ce qui est surtout important, c'est qu'il est porté par sa communauté. Ce qui veut dire que les décisions par rapport au logement communautaire, comme les OSBL d'habitation et les coopératives d'habitation, sont prises localement par des conseils d'administration bénévoles. Donc, c'est des gens de la communauté qui décident de qu'est-ce qui est le mieux à faire, mais ils sont toujours entourés. Et dans mon cas, le ROSCO sert à outiller puis à appuyer chacun de ces organismes-là, puis chacun de ces conseils d'administration-là pour bien prendre des décisions, pour assurer à long terme la longévité du logement. Il y a différents types de logements. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des logements abordables, ce qui veut dire que c'est des logements, parfois, ont été subventionnés par l'État lors de la construction. Mais les gens qui habitent ces logements-là, eux, ne sont pas subventionnés. Mais pour s'appeler un logement abordable, on doit offrir le logement plus bas que le prix médian du logement dans un secteur. Évidemment, le prix médian d'un logement à Gaspé, à Gatineau, à Trois-Rivières et à Montréal n'est pas le même. Mais le prix médian, c'est le prix il y a la moitié des logements qui sont plus chers, la moitié des logements qui sont moins chers. Fait quelque chose qui s'appelle un logement abordable, c'est que c'est moins cher que la moitié des logements sur un territoire. Sinon, il y a des coopératives d'habitation et il y a des OSBL d'habitation qui, eux, peuvent offrir du logement subventionné. Donc, si c'est des coops et des OSBL, c'est des logements communautaires. Obligatoirement, on doit faire des statistiques. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, je me suis posé la question, combien de personnes payent trop cher pour le logement? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de préjugés au niveau des pauvres. Comment ça se fait? Si c'était vrai, il aurait travaillé, il serait capable de le payer, son logement. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de préjugés vis-à-vis des pauvres. Fait que je me suis amusée à aller voir quel était le taux d'effort des gens qui venaient. Donc, chaque personne qui venait demander un service, donc on ouvre entre 800 et 900 demandes par année. Donc, on calculait le taux d'effort. Donc, on prenait les revenus, puis qu'est-ce qu'ils payaient comme loyer. Et à ma grande surprise, on s'est aperçu que plus de 3/4 de notre clientèle qui venait chez nous avait des gros problèmes financiers, payait plus que 80 % pour se loger. Ce que je trouve malheureux là-dedans, c'est quand c'est des familles, c'est des allocations familiales vont passer dans le logement. Donc, les enfants sont mal habillés, ils ne sont pas bien nourris parce que les logements étant assez élevés ici à Gatineau, bien, les parents n'ont pas autre choix de prendre une bonne partie des allocations familiales pour se loger, alors que ça ne devrait pas être ça. Afin de répondre à leur mission sociale, les organismes qui offrent des services de logement comme l'Office municipal d'habitation de Gatineau, proposent à leurs locataires des activités sociales ainsi que des opportunités d'implication communautaire.
Ben, en fait, tous les programmes HLM ont débuté dans les années 1960 au Québec, suite à des ententes là, partenariales entre Québec et Canada, qui ont mis sur pied, entre autres, la Société d'habitation du Québec et ensuite tous les offices municipaux d'habitation au Québec. L'Office municipal d'habitation de Hall a été mis en place a reçu ses lettres patentes là, dans les années, en fait, en 1969. Et il y a eu une fusion quelques années plus tard là, avec l'Office municipal de Gatineau pour créer un office là, un peu plus grand, donc la 3e plus grande office au Québec. L'Office municipal de Gatineau, on a comme mission d'intervenir dans le domaine de l'habitation sociale. Donc, on offre des logements à prix modique pour des familles à faible et modeste revenus. On tente aussi d'offrir une meilleure qualité de vie aux gens qui demeurent dans nos immeubles, passant par le service communautaire, entre autres. On retrouve également des services de logement axés sur une clientèle en particulier, selon la mission de l'organisme qui le chapeaute. Par exemple, les auberges du cœur sont des lieux d'hébergement offerts aux jeunes qui sont en situation d'itinérance. Une auberge du cœur, en fait, c'est une maison d'hébergement. On met beaucoup l'accent sur maison. C'est pas un centre jeunesse, c'est une maison. Ça va être un contexte de milieu de vie où le jeune qui est à risque ou en situation d'itinérance va venir chercher un soutien, que ce soit au niveau personnel, familial. On prend le jeune dans sa globalité, puis on essaie justement de l'accompagner vers ses objectifs qui s'est lui-même fixé. C'est sûr qu'on peut être comme un guide, un phare pour créer un malaise, ouvrir les yeux sur justement peut-être des pistes de solutions. Par contre, c'est le jeune qui va devenir, qui va être au cœur de l'intervention, si on veut. Ça va être lui qui est au cœur de son cheminement. Ici, pour Héberger Ado, l'Auberge du Cœur en Outaouais, on accueille les jeunes de 13 à 17 ans. Sur une base volontaire, il y a 3 volets d'hébergement. C'est soit l'hébergement d'urgence pour 7 jours, soit une réintégration familiale où on va faire des suivis personnels, on va faire de l'accompagnement aussi avec la famille pour qu'ils réintègrent la maison. Ou encore, il y a l'option autonomie, qui est le dernier volet où les jeunes à partir de 16 ans vont avoir accès à cette trajectoire-là qui leur permettent, dans le fond, d'acquérir les outils nécessaires en vue d'être autonome. Que ce soit pour un logement d'urgence ou une alternative à plus long terme, les logements sociaux et communautaires contribuent grandement à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Alors, malgré tous les efforts qu'on peut faire en logement communautaire, il y a parfois des gens qui se retrouvent dans la rue. Et pour nous parler de l'itinérance à Gatineau, j'ai le plaisir de rencontrer Alexandre Ranger du CRIO. Bonjour, Monsieur Ranger. Bonjour. Alors, dites-moi tout d'abord, qu'est-ce que c'est le CRIO? Le CRIO, c'est le collectif régional de lutte à l'itinérance en Outaouais. C'est un collectif qui regroupe 16 groupes dans la région, donc des groupes qui s'intéressent au phénomène de l'itinérance, des groupes en toxicomanie, aide alimentaire, logement social, différents groupes là, qui travaillent de près ou de loin, finalement, avec le phénomène de l'itinérance, puis surtout qui ont le goût de réunir leurs efforts pour lutter contre le phénomène de l'itinérance. Puis, justement, parlons-en de l'itinérance. À Gatineau, qu'est-ce qu'on peut constater au niveau de l'itinérance? Bien, au fil des ans, on constate en fait que le phénomène d'itinérance est généralement stable, voire augmente malheureusement. Nous, on fait paraître un bulletin, le bulletin de lutte à l'itinérance noir sur blanc, une fois par année, où on essaie de tenir un portrait dans le temps du phénomène d'itinérance. Puis ce qu'on constate, c'est que les personnes qui sont en situation d'itinérance, disons la forme la plus visible, la chronique dans la rue, sont relativement stables. Ce qu'on voit, c'est le risque d'itinérance qui augmente de façon assez importante d'année en année, avec la pauvreté qui augmente, avec les retraits des investissements publics dans différents secteurs, dans différents programmes sociaux, dans la construction du logement social. On constate que le risque d'itinérance s'agrandit dans la région, malheureusement. Puis, qu'est-ce que vous faites, vous, les organismes membres de votre collectif, pour lutter contre les risques d'itinérance?
Bien, nous, on concerte les efforts, les énergies finalement des différents groupes partenaires là, qui sont membres du CRIO ou pas. On n'est pas fermé là-dessus, bien évidemment. Donc, en fait, ce qu'on fait, ça va être de travailler évidemment une transmission de l'information pour que l'ensemble des partenaires soient bien au fait du phénomène, des risques de se retrouver en situation d'itinérance. Un peu aussi partager un portrait commun, un visage commun du phénomène de l'itinérance. Ensuite de ça, bien, on va mobiliser les énergies, donc des groupes, des personnes qui sont membres, qui en sont membres, de la population en général. On va informer la population, on va travailler avec des ateliers d'éducation populaire, par exemple, au niveau scolaire et grand public, afin de sensibiliser la population au phénomène de l'itinérance, puis éventuellement de lutter contre le phénomène de l'itinérance. Puis, une fois que les gens se retrouvent dans la rue, de quelle façon est-ce que les organismes les prennent en charge? Bien, de plusieurs façons. Ça dépend toujours des groupes et de leur nature. Il y a des groupes, évidemment, en aide alimentaire, logement social, etc. De quelle façon on les prend en charge? On a d'abord nos travailleurs de rue qui sont nos premiers intervenants sur le terrain. On en manque cruellement par ailleurs dans la région, mais les quelques travailleurs de rue, travailleuses de rue qu'on a dans la région font un superbe travail de créer un pont, un lien. C'est le premier rempart à construire en fin de compte, avec les personnes en situation d'itinérance. Donc, créer un lien, s'assurer que ces personnes-là connaissent l'ensemble des services qui leur sont offerts, soit par le réseau public, soit par le réseau communautaire, puis éventuellement travailler à trouver des solutions avec ces personnes-là pour les sortir de la rue. Mais pas seulement, on travaille aussi sur les causes structurelles, c'est-à-dire qu'on va travailler davantage à essayer de voir éliminer la pauvreté, à essayer d'avoir des investissements publics qui favorisent, qui mettent finalement un rempart, en fin de compte, face au phénomène de l'itinérance. Donc, on peut parler de l'éducation, la santé, le revenu décent, le droit au revenu décent, le logement. Donc, on va travailler sur la sortie de la rue, mais on va aussi s'assurer qu'il y ait personne ou du moins un minimum de personnes qui s'y retrouvent à la rue. Merci beaucoup, M. Ranger. Merci beaucoup. Alors voilà, c'était Émilie Charon-Pilote pour la chronique communautaire. Avoir un endroit où rester, c'est bien, mais encore faut-il que cet endroit-là soit salubre pour avoir un sentiment de bien-être chez soi. Oui, la salubrité des logements, c'est un sujet de défense de droits pour lequel plusieurs organismes militent. Mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. Il faut faire, bien évidemment, de la sensibilisation au niveau politique, chez les locataires, chez les locateurs aussi également. C'est une responsabilité qui est partagée entre tous. Les gens ont parfois peur de se plaindre face à leurs propriétaires parce qu'ils ont peur de voir, par exemple, leur loyer augmenter. Oui, ce sont des mythes qui sont souvent propagés. Puis justement, Sylvie, notre collaboratrice, a rencontré Raphaël Derry du Centre de justice de proximité de l'Outaouais pour nous parler des droits et responsabilités des locataires. Alors, bonjour, Raphaël Derry. Vous êtes du Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Oui, exact. Qu'est-ce que c'est exactement, le Centre de justice de proximité de l'Outaouais? C'est quoi les services? Alors, c'est un organisme à but non lucratif. On est basé à Gatineau, mais on offre les services dans l'ensemble de la région de l'Outaouais. Et ce qu'on offre, c'est de l'information juridique gratuitement. Donc, les gens peuvent se présenter quand ils vivent une situation problématique. Ils viennent nous voir, puis ils peuvent se renseigner sur leurs droits, sur leurs obligations dans une situation. On n'est pas là pour donner de l'opinion juridique, donc on ne leur donne pas notre point de vue sur la situation. On ne leur dit pas s'ils ont de bonnes chances de succès ou s'ils vont se casser la gueule s'ils entreprennent un projet ou une démarche judiciaire. On n'entre pas là-dedans. Mais on va leur référer à la loi applicable, puis on va leur expliquer la démarche nécessaire s'ils veulent, par exemple, aller devant un tribunal. Donc, un client peut se présenter chez vous et avoir la possibilité, en tout cas, de rencontrer quelqu'un de votre organisme pour l'orienter, en fait, dans une problématique particulière. Absolument. Donc, ce sont des services d'information juridique, mais aussi d'orientation. Oui, absolument. Donc, c'est gratuit également. On rencontre 2 juristes. On a une équipe de 2 avocats, en fait, chez nous, là. Donc, rencontrer des avocats gratuitement qui vont pouvoir donner
toute l'information juridique sur leur situation. Et pourquoi un centre de services de proximité pour la justice en Outaouais? Est-ce que c'est une demande? Est-ce qu'il y avait un besoin? En fait, ce qu'on constate sur l'ensemble du territoire québécois, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un besoin d'information juridique. Puis je vous dirais que le droit est tellement complexe, tellement vaste, que même les avocats, des fois, il faut bien étudier le dossier pour comprendre de quel droit on parle. Mais pour les citoyens, c'est encore plus complexe. Il n'y a pas eu d'études universitaires pour comprendre leur situation. Donc, c'est important de pouvoir avoir accès à de l'information juridique, avoir accès à des ressources. Alors, des fois, ce n'est pas juste de se faire expliquer la loi, mais est-ce qu'il y a des sites Internet qu'on peut consulter pour avoir de la vulgarisation sur notre situation, notre problème juridique en particulier? Je pense à Éducalois, par exemple, avec qui nous, on a un partenariat. Alors, on essaie de trouver toutes les ressources disponibles gratuitement. Et bien là, à Gatineau, il fallait mettre sur pied un organisme comme ça. Puis le milieu juridique s'est pris en main pour pouvoir offrir quelque chose de gratuit aux citoyens. Donc, vous ne remplacez pas nécessairement l'aide juridique qu'on connaît typiquement là, quand les gens ont des problématiques au niveau de la justice. Donc, c'est pas du tout ça, c'est pas votre service. Là. Exactement. C'est complètement différent parce que l'aide juridique va vous représenter devant le tribunal. Nous, on ne fait pas ça. Et l'aide juridique, bien, il y a des barèmes de revenus qui sont nécessaires. Nous, on offre les mêmes services à tout le monde gratuitement. Que votre salaire soit de 350 000 par année ou qu'il soit de 5 000 par année, on va offrir les mêmes services. Parfait. Puis, pour quelles raisons est-ce que, entre autres, je sais que vous donnez un service au niveau des locataires, de logement, beaucoup. Donc, c'est un peu le sujet de notre entrevue aujourd'hui. Comment est-ce que le centre de proximité, le centre de justice de proximité peut aider, en fait? Oui, mais ça peut être par de la prévention, d'abord, parce qu'on est curieux de savoir quels sont nos droits et nos obligations comme locataire ou comme propriétaire. On a non pas de richissimes propriétaires, mais on a des propriétaires qui n'ont pas de grands revenus, qui font ça parce que c'est leur pension, par exemple, d'avoir un logement. Alors là, ils veulent s'assurer que ce soit rentable, ils veulent s'assurer que leur logement va être propre, va être salubre quand ils vont le louer. Alors, ils veulent savoir comment s'y prendre pour faire respecter leurs droits. Donc, propriétaires et locataires sont bienvenus chez nous. Alors, ça peut être par rapport à de la formation, parce qu'on offre de la formation pour les droits et obligations en matière de maître de logement. Mais ça peut être aussi une consultation là, quand un problème survient précisément. Puis là, on se demande quels sont nos recours, quels sont les articles de loi qui s'appliquent. Est-ce qu'on peut avoir des explications par rapport, par exemple, à l'insalubrité ou au paiement du loyer? Donc, nous, on va pouvoir répondre à ces questions-là. Est-ce qu'on peut vous demander, justement, les locataires qui viennent vous voir, en particulier, quelles sont les raisons? Est-ce que c'est beaucoup au niveau de la salubrité, au niveau de l'accès? Est-ce qu'on a un profil ou un... En général, on va parler de résiliation de bail. La personne, donc, a eu des difficultés pour payer son loyer, un conflit avec des voisins, ça, on le voit régulièrement aussi. Quels sont nos droits quand on a des voisins qui font le party trop tard, par exemple. Quels sont nos recours envers le propriétaire, la réduction du loyer, ou encore qu'un propriétaire n'effectue pas certains travaux. Alors ça aussi, ce sont des questions qui surviennent régulièrement au centre. Donc, l'accessibilité à ces services-là, ça se passe comment? Vous êtes situé exactement où, le lieu physique dans l'Outaouais? Alors, on est situé au 5 rue Laval, dans le vieux hall, en fait. Donc, les gens se présentent, c'est du sans rendez-vous. Donc, pas besoin de prendre de rendez-vous chez nous. Ça va dépendre, donc, de l'achalandage ce jour-là. Et puis, il y a un avocat qui va pouvoir les recevoir pour répondre aux questions. Puis sinon, si ce n'est pas possible de se déplacer parce qu'on couvre un gros territoire, l'Outaouais, c'est immense, de la Petite Nation jusqu'au Pontiac, la MRC de la Haute-Gatineau. Alors, à ce moment-là, ils peuvent téléphoner. On a un numéro sans frais. Et puis, ils s'inscrivent au registre des appels, puis on va pouvoir retourner l'appel normalement quelques jours plus tard. Et avant, donc, de se rendre peut-être à vos services, comment on pourrait faire pour qu'un locataire puisse être informé de ses droits? À la base, là, je pense que le plus important, parce que dans le fond, un bail, évidemment, un bail de logement, c'est quelque chose d'assez quotidien, assez courant, là. On en a tous un. Mais c'est aussi une relation d'affaires. Alors, dans le fond, notre propriétaire ou notre locataire, là, c'est aussi quelqu'un avec qui on va devoir faire affaire pendant plusieurs mois. Fait qu'essayer de voir
quels sont peut-être par rapport à notre locataire, quelles sont ses passions, quels sont ses intérêts, essayer d'apprendre à connaître la personne avec qui on va avoir affaire. Puis des fois, ça peut allumer ça peut nous faire sonner quelques cloches en termes de prévention, puis on peut donner des consignes supplémentaires à ce moment-là. C'est quoi les attentes qui sont importantes pour le propriétaire aussi? Donc, si on a un propriétaire, hein, c'est sa maison, c'est son bien quand même en bout de piste, qui a investi beaucoup pour la salle de bain, pour qui c'est très important, mais on sait peut-être qu'il va falloir porter une attention particulière à certaines pièces ou à certains éléments. Donc, on peut essayer de personnaliser notre bail finalement. OK. Donc, c'est pas justement juste de signer le bail et comme tel, mais c'est vraiment de rencontrer la personne. C'est ce que je comprends. Bien, absolument. Puis, ce qu'on réalise, c'est qu'on a une relation humaine aussi qui va s'établir, là, qui va aller au-delà du fait que vous allez me payer le loyer à chaque mois. On va aussi on va pouvoir peut-être être plus souple sur certaines obligations ou encore plus ferme si on réalise qu'il y a quelque chose qui est très important pour nous. Si on a le paiement de l'hypothèque le 2 du mois, là, venez pas me payer le 4. Là. Je veux avoir le paiement le 1er, par exemple. Justement, il me semble qu'on entend souvent des histoires là, de locataires qui ont de la difficulté ou le propriétaire. Donc, j'imagine qu'on ne fait pas assez d'entrevues ou en tout cas, on ne fait pas assez l'exercice de rencontrer le locataire avant de louer. Ou en tout cas, c'est parce que je vois qu'il y a beaucoup de problématiques. On en voit beaucoup d'insalubrité, etc., etc. Les locataires qui n'ont pas payé leur loyer. Ouais. Donc, bien, c'est ça. C'est d'essayer de prévoir, dans le fond, les situations qui peuvent survenir. C'est sûr que quand ça fait 10 ans, 15 ans qu'on loue un logement, qu'on est propriétaire puis qu'on réussit à le louer, bien là, peut-être qu'on a réussi à avoir différents problèmes qui sont survenus par le passé. On peut mieux prévoir. Mais quand on commence à louer pour la première fois des logements, c'est peut-être là où ça vaut la peine là, de poser quelques questions supplémentaires pour s'assurer de bien comprendre la personne avec qui on est. Un autre détail, mais savoir si est-ce que c'est nous qui allons porter le loyer au propriétaire ou est-ce que c'est le propriétaire qui va venir chercher le loyer chez nous. Mais ce sont des modalités comme ça qui sont importantes d'être prévues. Donc, quand on vous rencontre, vous pouvez donner ces conseils-là aux propriétaires, en fait, et aux locataires. Oui. Bien, nous, on évite le mot conseil. Donc, OK, oui. on va poser des questions à savoir comment est-ce que le propriétaire ou le locataire fonctionne, comment est-ce qu'ils ont préparé leur bail, par exemple. Est-ce qu'il y a différentes questions qui ont été prévues, justement, la modalité du paiement. Alors, comment est-ce que vous avez convenu de ça? Puis là, des fois, on va allumer quelques cloches de cette façon-là, puis les gens vont réaliser qu'ils peuvent être plus spécifiques dans leur bail, par exemple. Donc, à la fin, le locataire qui sort de chez vous, sont contents, sont équipés? Oui, en fait, ils peuvent prendre en charge leur dossier. Moi, je pense que c'est le plus grand service qu'on peut rendre à un citoyen, c'est qu'ils puissent sortir du brouillard là, du droit, puis avoir un peu plus de lumière par rapport à leurs problèmes. Donc, ils savent à peu près à quelle porte ils peuvent aller cogner. Est-ce qu'ils sont admissibles à l'aide juridique si on est locataire, puis qu'on respecte les seuils d'admissibilité de l'aide juridique? Alors, on pourrait avoir droit à un avocat pour nous représenter dans certaines situations. Donc oui, c'est la beauté du service. Monsieur Derry, merci beaucoup pour cette entrevue. Ça fait un plaisir. Avoir un toit pour tous, c'est un grand projet de société. Oui, c'est une responsabilité que non seulement le communautaire prend sur ses épaules d'une certaine façon, mais c'est également un grand enjeu politique. Et on a la chance d'entendre comment ces efforts-là peuvent porter fruit. Oui, justement, pour les témoignages d'aujourd'hui, Martin, on rencontre des locataires de services de logement de l'Office municipal d'habitation de Gatineau pour nous parler de leur expérience avec leur logement. Merci d'avoir été des nôtres. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode du Communautaire en action. Alors, pour des raisons de santé, j'ai été obligé de cesser de travailler immédiatement. Je n'ai jamais planifié l'avenir comme j'aurais dû le faire. Mais à cause de ça, j'ai tout perdu. J'ai été obligé de me trouver un logement qui était le logement social le plus accessible. C'est pas ce que je pensais. Je pensais que c'était beaucoup plus pire que ce que les gens disent. Mais non, c'est des très bons logements. Il y a des locataires, pour eux, les seules sorties qu'ils font, c'est d'aller à la banque une fois par mois, d'aller faire leur épicerie, c'est tout. Chez le médecin quand ils en ont besoin. Puis les sorties qu'ils font chez nous, c'est pour différents soupers thématiques, Noël,
Saint-Valentin, Pâques, et ainsi de suite. C'est valorisant de voir que les gens sont contents, que les gens apprécient ce que tu peux faire pour eux autres. Juste le fait de décorer une salle, la salle communautaire, pour une fête, Halloween, n'importe quoi, là, les gens sont vraiment... Il y a certains locataires qui participent à rien, mais c'est eux autres les premiers qui vont venir te voir pour te dire merci. Ça, c'est quelque chose aussi, là. Ce qui m'a amené à demeurer au logement abordable, c'est que je devais vivre seule et selon mon revenu, je n'avais pas les moyens autres que me payer un type de logement abordable. Et puis, suite à ça, ce qui m'a amené à m'impliquer au niveau collectif, au niveau social, c'est que j'ai tombé malade et du jour au lendemain, je ne travaillais plus. Et comme je suis une personne qui aime beaucoup apprendre et m'impliquer, ça m'a aidé au niveau éducationnel, au niveau avec les gens quand ils se posent des questions. Je pense que je suis plus apte à leur donner des réponses au lieu que les gens se discutent dans le corridor, chialent, ils ont une réponse un peu plus positive et en même temps, on peut les diriger vers les bons services à l'OMH. Moi, ce qui m'a amené là, c'est des personnes du comité où j'étais, de l'association, qui m'ont approché, voir si j'étais intéressé. Puis, j'ai réfléchi à mon affaire, puis j'ai fini par dire oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai appris surtout beaucoup de choses au niveau du fonctionnement, puis le renseignement, puis la relation, relation personnelle, de personne à personne. Le voisinage, j'ai développé beaucoup plus de confiance là-dedans parce que j'étais peut-être une personne qui manquait de confiance à l'époque. Puis moi, ça me fait du bien. Pourquoi je continue? C'est un peu comme un loisir pour moi. Ça fait drôle de dire ça comme ça, là. Je suis une personne qui aime organiser des choses. Je suis une personne qui aime les activités, bien sûr. Moi, je suis une personne qui a toujours besoin du monde alentour de moi. Je ne suis pas une solitaire, pas du tout. Fait que ça me prend toujours quelqu'un. Alors, le fait d'avoir beaucoup de gens alentour de moi, ça fait que j'aime ça. Ça permet de faire sortir les gens qui ne sortent jamais, qui restent dans leur milieu sans rien faire. Alors, ça nous permet de les sortir de leur appartement, finalement. Moi, j'ai des gens, j'ai eu une madame là, que j'ai eue jusqu'à l'âge de 101 ans, qu'elle est toujours venue à nos activités. Puis je trouvais ça fantastique, même si elle ne voyait presque pas. Il reste que quand même 101 ans, c'est très beau. Puis elle participait. On en a une de 93 ans. C'est des gens que s'il n'y aurait pas d'activité, c'est des gens qui seraient renfermés et qui ne feraient rien.